Voilà, donc j'ouvre peut-être la Oui. séance. Donc voilà, nouvelle séance de l'Université populaire de la MC 93 sur Zoom, étant donné que la MC 93 est encore et toujours fermée. Donc on se retrouve à nouveau à distance grâce à Zoom, moyen technique fabuleux quand même, étant donné les circonstances actuelles. Et dans le programme de l'année, c'est la deuxième fois que l'on anime une séance conjointement, ensemble, hein, Florent, qui s'appelle Rencontre philosophique 2, Rencontre philosophique 2, parce que c'est la deuxième pour cette année. Et donc il a fallu qu'on choisisse un thème. Voilà, eh bien, ce sera le thème que vous avez dû voir dans l'invitation, hein, probablement, qui tourne autour de l'éducation et avec deux thématiques que l'on peut essayer de traiter. Dans un premier temps, comme habituellement, Florent et puis moi-même, pendant à peu près la moitié du temps. Et puis la deuxième moitié du temps, voilà, c'est le feu des réactions, des résonances, des remarques, des critiques, enfin que sais-je, où là, tout le monde parle, chacun apporte sa petite pierre. Voilà, alors je rappelle juste les deux thématiques que l'on a sélectionnées, hein. On vient de l'élaborer, enfin on vient plutôt de la mentionner très très vite avec ce que disait Antoine, à savoir donc à la lumière de tristes événements récents, alors l'assassinat d'une jeune collégienne par deux condisciples, l'assassinat du professeur Samuel Paty, on pourrait citer d'autres choses, eh bien on va s'interroger sur la part de l'éducation dans de tels faits tragiques. Ça, ce sera le premier questionnement. Deuxième questionnement, qu'en est-il de la pédagogie universitaire en ligne après bientôt une année d'études à distance pour des étudiants contraints de le faire? On dit bien contraints de le faire, hein, qui ne sont pas volontaires. Voilà ce que l'on a prévu, hein, pour les 2 heures là, qui vont nous rassembler, j'espère, avec d'autres qui vont peut-être arriver. Et donc, je ne sais pas, Florent, tu souhaites commencer ou moi-même, enfin peu importe, comme tu veux. Écoute, tu as été très sérieux et tu m'as fait part de ton petit travail exploratoire et de recherche pour rentrer de façon un peu plus même historique dans ces problématiques. Donc, je te laisse poursuivre très volontiers sur ces introductions. Bon, alors, je prends donc la première thématique, hein, je la rappelle, à la lumière des tristes événements récents, assassinat d'une jeune collégienne par deux condisciples, l'affaire assassinat de Samuel Paty, interrogation sur la part de l'éducation dans de tels faits tragiques. Alors, je me suis dit qu'il y avait mille et une façons d'aborder ça via l'éducation, évidemment, et qu'il fallait en choisir au moins, au moins une voie d'entrée, hein. Donc, et je me suis dit que je pourrais peut-être partir du dernier bouquin de Bernard Charlot, hein. Bernard Charlot, qui en sciences de l'éducation est l'un des initiateurs du courant de réflexion sur le rapport au savoir. Il y a un autre courant qui est celui de Jacques Bayrou, mais son rapport au savoir à lui, à Jacques Bayrou, qui est décédé aujourd'hui, n'est pas tant aussi sociologique que celui de Bernard Charlot. Dans ce livre, d'ailleurs, à ce propos, qui est paru en début d'année dernière, juste avant la vague de l'épidémie, eh bien, Bernard Charlot s'éloigne relativement, même beaucoup d'ailleurs, de son approche du rapport au savoir pour aborder plutôt une anthropologie de l'éducation beaucoup plus large, puisqu'il remonte quasiment aux premières pédagogies qui ont existé, hein, depuis l'Antiquité, en passant par le Moyen Âge,
et en arrivant jusqu'à nos jours, on va dire, en passant par une anthropologie pour essayer de redéfinir, ou plutôt de mieux définir pour l'éducation ce que peut être un être humain. Et pour cela, bon, il remonte jusqu'à la paléoanthropologie. Paléoanthropologie, bon, que j'avais moi-même d'ailleurs abordé il y a très longtemps, il y a 17 ans ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un livre intéressant parce qu'il tranche avec le regard habituel du sociologue. On a affaire vraiment à autre chose. Et je me suis dit que pour vous le faire toucher comme ça, du doigt, si je peux dire, symboliquement, je vais vous lire la quatrième de couverture, hein, qui dit la chose suivante. Il n'y a pas de pédagogie contemporaine, anthropologiquement fondée, qui serait l'équivalent de ce que furent les pédagogies traditionnelles ou les pédagogies nouvelles. Celle-ci proposait un type d'homme à éduquer. Aujourd'hui, celle-ci proposait un type d'homme à éduquer. Donc, aujourd'hui, l'objectif est, 2 points, un bon métier plus tard, une meilleure position dans la classification internationale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de nouveaux discours, mais les recherches scientifiques sérieuses servent d'alibi à un neurocharlatanisme, il fait allusion aux neurosciences, etc., envahissant la cyberculture également, qui promet l'intelligence collective et nous livre des fausses nouvelles, fake news autant que l'on veut, et aussi le transhumanisme qui annonce avec une jubilation suicidaire la fin proche de Sapiens, Homo sapiens. Pendant ce temps, chacun survit comme il peut avec ses enfants ou ses élèves, et les logiques de performance et de concurrence, dans le même temps, dévorent le monde. Ce livre est porté par l'idée qu'il faut réintroduire la question de l'homme dans le débat sur l'éducation. Mais comment penser l'homme? Là, l'auteur pose la question à des auteurs modernes et contemporains, en particulier Gellem, Heidegger, Arendt, Patočka, Soldernik, Descola, Schaeffer, et il interroge la paléoanthropologie qui étudie scientifiquement comment sont advenues ces diverses espèces humaines dont nous, sapiens, sommes l'ultime forme. Cet appel à une anthropopédagogie est une contribution importante au débat sur l'avenir de notre monde, de notre espèce, de notre planète. Éducation ou barbarie? L'alternative paraît relativement claire. Alors, je vais vous lire encore quelques passages parce que, après avoir dit tout ça, que propose Bernard Charlot pour essayer de remédier à la crise de l'éducation actuelle, à défaut d'une pédagogie contemporaine introuvable? Alors, qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme piste? Il ne propose pas à proprement parler une pédagogie concrète. Il propose juste des pistes de réflexion sur lesquelles les éducateurs pourraient éventuellement construire des choses plus tangibles. Alors, premièrement, quelle éducation? Je ne prétends évidemment pas proposer ici tout seul une anthropopédagogie contemporaine. Je voudrais seulement énoncer quelques conséquences pédagogiques qui, selon moi, découlent des analyses présentées dans ce livre. En tout premier lieu, et je vais essayer d'aller assez vite, en tout premier lieu, il faut sortir de la logique de la concurrence qui dévore la société et l'éducation. Donc, premièrement, sortir de la logique de concurrence. Cette logique de la concurrence peut perdurer pour un temps indéfini, de plus en plus brutale, inégalitaire et écologiquement catastrophique. Mais une autre logique est possible, qui elle aussi accompagne l'évolution de points, une logique de la solidarité.
Dans le champ de l'éducation et au sein de l'école, cela signifie en tout premier lieu refuser l'actuelle dictature de la note. Refuser la dictature de la note. C'est clairement écrit chez Bernard Charlot. Hein. De plus en plus, la formation est grignotée par l'évaluation. C'est vrai, aujourd'hui, on sait très bien que si on veut faire passer un projet quelconque, on met le terme évaluation dessus et entre guillemets, ça se vend bien. Donc la formation est grignotée par l'évaluation qui est devenue, de fait, l'acte à partir duquel enseignants et élèves organisent leur activité. Ça, c'était pour la concurrence. Deuxième piste qu'il propose, c'est l'humanisation. L'éducation est humanisation. Entrer dans un monde humain. Une société contemporaine directement confrontée à la question de son avenir devrait enseigner explicitement aux jeunes, sous diverses formes, que l'espèce humaine est une aventure, que le monde est un produit de cette aventure, que l'avenir de la planète, des autres espèces et de notre propre espèce est sous notre responsabilité. Donc là, on voit la dimension anthropologique qu'il donne aujourd'hui vraiment à l'éducation. Et on voit qu'il est vraiment sorti de l'école, Bernard Charlot. On est à autre chose que dans le rapport au savoir, même en milieu populaire. C'est quelque chose qui englobe tout le reste dorénavant dans sa pensée. Je vais passer assez vite pour en arriver à une autre suggestion. Que faut-il enseigner? Que faut-il enseigner? Alors, pour Bernard Charlot, aujourd'hui, il s'agit de ne pas confondre ce qui s'enseigne et ce que, de fait, les élèves apprennent. Il se peut qu'en diminuant la quantité de ce que l'on apprend, de ce qu'on prétend enseigner, et qu'en réalité le professeur n'a que le temps d'évoquer superficiellement, on puisse augmenter la quantité de ce que les élèves apprennent. Mais la question, d'un point de vue anthropologique, est plus profonde, plus fondamentale. Deux points. Que faut-il, en ce début de XXIe siècle, enseigner à la jeunesse? En considérant qu'il est important aujourd'hui qu'ils sachent que l'important ne doit pas être confondu avec l'utile. La réponse ne doit pas être laissée aux seuls enseignants, car il s'agit d'une question sociale et anthropologique, et pas seulement professionnelle et disciplinaire. Et d'autre part, soulever la question du sens, de l'importance, du sens, de ce qui s'enseigne, c'est poser aussi la question du sens du métier d'enseignant. Là, je vais très bientôt en avoir fini avec Bernard Charlot. Et une dernière question, je le lis, c'est sa dernière page de l'ouvrage. Une dernière question, enfin, sans prétendre à l'exhaustivité. Quelle place accorder à la technique dans une anthropopédagogie nouvelle? À la technique. Et là, je passe vite, il explique qu'en fait, il faudrait, si possible, enseigner comment mieux maîtriser les objets techniques que nous manipulons à longueur d'année aujourd'hui. Hein. Et également l'informatique, bien entendu, et bientôt, et bien sûr, le numérique. Hein, ici, parmi nous, qui serait capable de dire exactement au détail près comment fonctionne Zoom dans tous ces détails, qui serait capable de démonter entièrement son ordinateur et de le remonter, etc., etc., etc. Et son ouvrage se termine par les mots suivants: occuper le monde avec humanité et s'occuper de lui avec toutes les formes de solidarité que ce temps implique. Tel doit être pour moi le principe de base d'une éducation contemporaine. C'est bien d'éducation et d'éducation à l'humain qu'il s'agit. Apprendre est nécessaire, mais cela ne suffit pas. Apprendre est nécessaire, mais cela ne suffit pas. On peut avoir appris beaucoup de choses et alimenter les bûchers de l'Inquisition, fabriquer la bombe d'Hiroshima, laisser les migrants se noyer en Méditerranée ou adhérer à ces autres formes de barbarie que nous propose le post-humanisme.
Alors évidemment, on pourrait évoquer là la barbarie qu'on a vue sous nos yeux aussi avec l'assassinat de cette jeune fille dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Alors pourquoi j'ai commencé avec Bernard Charlot? C'est parce qu'il m'est venu en écho avec ça. Bernard Charlot, le livre est paru il y a quelques mois. Hein. Mais il m'est venu l'écho avec ce qu'écrivait Jacques Ardoineau en 1963. 1963, dans propos actuels sur l'éducation. C'est une réédition, hein, mais c'est la même chose. Propos actuels sur l'éducation. Et lui, déjà à l'époque, est extrêmement alarmé par ce dont on va débattre ce soir. Dire des faits divers liés à l'éducation, qui à l'époque étaient tout aussi effrayants. Liés à l'éducation, mais pas seulement à l'éducation, à la marche du monde en général. Alors il cite, je ne vais pas les rappeler, mais des choses assez tragiques. Il cite en France, par exemple, deux pêcheurs à la ligne, qui voient sur la rive d'en face se noyer un enfant et qui ne bougent pas, et qui continuent de pêcher. Il signale aussi en France ces personnes en auto qui passent à plusieurs reprises sur un corps qui est écrasé, à nouveau écrasé, sans que les personnes ne s'arrêtent, etc. Bien des exemples comme ça qu'il prend comme exemplification de ce qu'est pour lui une société qui perd de vue la nécessité éducative à l'humain, hein, justement. Et alors, il écrit deux, trois phrases que je vais vous citer. Il faut d'abord que je les retrouve. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en 1963. Hein. Aujourd'hui, on forme, on instruit, on enseigne, mais on n'éduque plus réellement. On n'éduque plus réellement. La spécialisation intellectuelle et, par voie de conséquence, les cloisonnements qu'elle entraîne rendent plus manifeste encore une telle carence. Et notre civilisation, on parle de civilisation, illustre bien cet état de choses par une convergence de symptômes alarmants. Et là, il cite les exemples que je viens de citer et d'autres aussi. Alors, parmi ces exemples alarmants, hein, j'ai quand même souligné ça, la turbulence des jeunes qui cherchent dans les gangs et à travers leurs jeux dangereux la virilité affirmée et reconnue que la société moderne leur refuse. Et cela pourrait constituer quelques exemples parmi bien d'autres. Donc, il fait allusion aussi déjà à l'époque directement au phénomène de gang ou de bande. Hein, il ne prend pas le terme de bande, comme on l'a souvent utilisé dans les médias cette fois-ci, mais ça pourrait tout à fait faire le même usage. Et plus loin, je vais passer parce que c'est un peu long, plus loin, il y a ce passage que j'aime bien. Il dit que pour lui, repenser l'éducation, et on est en 63, j'insiste, c'est peut-être une question de vie ou de mort, de survie pour notre espèce. Il utilise déjà, 50 ans ou 60 ans avant Bernard Charlot, le terme espèce. C'est déjà pour notre espèce et question de survie, à tout le moins pour notre culture. Si nous ne savons pas intégrer l'évolution pour la contrôler et la commander en lui obéissant, si nous nous obstinons à nager à contre-courant, il est probable que nous serons balayés par elle. Il parle de cette évolution qu'il a dénoncée auparavant. Le problème majeur se situe sans doute là, 2 points, au niveau d'une prospective bien comprise. Comme le disait un haut fonctionnaire de l'éducation nationale, citant Wells, la Guerre des mondes, l'auteur de la Guerre des mondes, citant Wells à travers une conférence en 1963, citation, « La course est désormais engagée dans notre civilisation entre l'éducation et la catastrophe. Si nous ne gagnons pas cette bataille, y aura-t-il seulement un 21e siècle pour notre civilisation ?» Refermez les guillemets. Par contre, et la citation reprend, si nous savons opérer notre libération, qui est moins une révolution dans les textes qu'une révolution dans l'esprit, alors sans doute nous serons formés
des hommes libres et heureux, prêts à affronter les grandes tâches qui les attendent. Alors l'éducation reprendra, à côté et au-dessus de l'instruction, sa grande place. Alors peut-être aussi retrouverons-nous cet enseignement dont rêvent tous les professeurs, qui ne serait pas fait pour l'ennui, pour l'accablement, pour la répétition, mais pour la nouveauté, pour l'invention et pour cette chose qui est moins futile que le plaisir, moins incertaine que le bonheur et qui s'appelle la joie. Alors voilà, j'ai voulu citer ça parce que j'avais prévu de parler aussi d'Edgar Morin avec les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Je me suis dit que peut-être là déjà, ça suffit pour éclairer la chose. Alors, moi, mon positionnement par rapport à tout ça, quel pourrait-il être? Ben voilà, en quelques mots, ben, rappeler que dans les temps troublés que l'on traverse actuellement et que traverse l'éducation à tous ses niveaux, et également l'éducation scolaire à l'école, dans les universités, non seulement depuis un an, mais très fort depuis un an et bien avant. Il faudrait rappeler que l'éducation, dans son étymologie, ça s'appelle aussi tirer hors d'eux. Il y a nourrir, hein, mais il y a aussi tirer hors d'eux. Bon, ça ramène bien sûr au mythe platonicien de la caverne, hein, tiré hors d'eux pour expliquer ce que c'est que ces ombres qui se baladent hors de la caverne. Parce que il s'agirait peut-être, oui, pour l'éducation, de savoir aujourd'hui comment nous tirer de là, en quelque sorte. Hein. Comment nous tirer de là. Alors, à la fois, bien sûr, les élèves, nos enfants, mais aussi nos collatéraux, notre prochain, hein, tout simplement, puisqu'on considère bien que l'éducation, ce n'est pas uniquement jusqu'à 16 ans que ça se joue. Ça se joue durant toute la vie. Alors, peut-être une façon, puisque nous passons tous par l'école dans nos sociétés occidentales, ça considérerait, en rejoignant Bernard Charlot, et je l'ai vu dans une conférence, Bernard Charlot, dire que pour ce qui est de revoir les programmes et enseigner l'important, il met même en débat la grammaire et les mathématiques. Il parle des mathématiques, pas de la mathématique, mais enfin bon, ça serait jouer un peu sur les mots. Mais pour lui, bon, est-il vraiment utile de sélectionner autant sur les mathématiques? Est-il vraiment utile d'accaparer tous les élèves avec ces mathématiques qui font trembler tellement de personnes, y compris les adultes? Est-ce vraiment important pour faire les êtres humains de notre époque? Hein, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à autre chose? Et il parle même aussi de la grammaire, dans sa complexité parfois assez exemplaire. Hein. Donc oui, revoir les programmes et quoi enseigner les matières. Hein. Pour ma part, moi je pense qu'il faudrait quasiment tout revoir. Quasiment tout revoir pour ce qui est de l'ordre des programmes. Revoir vraiment les programmes qui seraient à l'ordre du jour du bientôt 22e siècle. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà une décennie derrière nous du XXIe siècle. On est vraiment dedans. Il serait peut-être déjà temps de penser au 22e, de prendre un petit peu d'avance. Alors, il y aurait aussi apprendre à apprendre et surtout apprendre à être. On a oublié. Alors, on a beaucoup retenu de 68 l'apprendre à apprendre, à ma pédagogie nouvelle. Bien sûr, c'est évident. C'est pas moi qui plaide pour l'auto-formation ou l'auto-éducation qui va dire le contraire. Apprendre à apprendre, mais surtout apprendre à être. Apprendre à être. Ben oui, c'est quoi apprendre à être dans un monde changeant, dans un monde qui s'interroge de plus en plus sur son devenir, où on n'a plus véritablement de certitude. Là, on rejoindrait Edgar Morin. Et bien sûr, bah ça réclamerait une refonte profonde, et là, Florent, tu connais les choses mieux que moi, une réforme profonde de la formation et de la formation continue des éducateurs eux-mêmes, avec la question de Marx fondamentale, mais qui éduquera les éducateurs? Hein, on ne se pose plus trop cette question aujourd'hui. On a créé des écoles normales, on a créé des UFR, on a créé des SP, etc. Mais est-ce que ça suffit de changer les sigles si on ne se pose pas la question fondamentale de ce qu'est un éducateur, hein, et de comment l'éduquer? Alors voilà, et je termine pour moi là maintenant, ce qui implique aussi du coup
une auto-éducation permanente des éducateurs. Alors, une auto-éducation permanente des éducateurs, c'est-à-dire qu'on ne sort pas d'une école de formation quelconque en étant formé pour la vie. Il va constamment falloir se mettre à l'ordre du jour, et surtout constamment falloir faire son examen de conscience. J'ai presque envie de dire ça. Et c'est pour ça que j'ai noté là rapidement, il faudrait presque, à mon avis, si j'étais éducateur, moi à nouveau aujourd'hui, si je l'étais, il faudrait que je m'entraîne à faire des exercices pratico-existentiel spirituel. Voilà, c'est un jargon un peu compliqué en partant de Pierre Hadot, entre autres. Oui, chaque jour, je devrais essayer de voir ce que j'ai fabriqué dans ma journée avec mes élèves, avec mes adultes en formation, avec mes étudiants, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec eux qui me semble aller dans le bon sens? Où ai-je failli? Où me suis-je trompé? Qu'est-ce que j'ai à revoir de mon attitude? Etc. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'absolument nécessaire à enseigner. Voilà. Alors c'est un peu mort sur la prochaine séance de l'UP, mais euh, c'est autre chose. Alors je ne sais pas, je ne me suis pas chronométré, mais je ne veux pas trop empiéter sur ton temps, Florent, et je vais en rester là. Non. Attends, oui. Oui. Oui, 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 désolé. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était passionnant de t'écouter et je vais expliquer pourquoi ton approche m'a paru particulièrement intéressante sur ce premier thème. Alors peut-être rappeler que pour cette séance numéro 2, nous avions souhaité, lorsque nous l'avons planifié, ne pas choisir de thème particulier autre que d'être en résonance avec l'actualité éducative précédant le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui. Et malheureusement, nous nous sommes rattrapés par des histoires de violence, d'incapacité à orienter, à maîtriser ses émotions, et donc les laisser s'exprimer de façon dramatique. Et tu as réussi ce tour de force en très peu de temps à introduire ce sujet au travers de tes connaissances et de tes recherches et en allant convoquer justement le travail de Charlot. Et ce qui m'interpelle comme toi, c'est que par rapport à ce qu'il a écrit de façon déjà très ancienne, on a l'impression, dans cette contemporanéité d'un 21e siècle plus 10 ans, que on est dans un retour perpétuel. C'est comme si on n'avait pas avancé. À la petite école, je me souviens, mon enseignant disait, si on n'avance pas, on recule ou on régresse. C'était un point de vue, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'au moins, on fait du surplace. Et j'aime beaucoup, tu as cité au tout début la paléoanthropologie, et c'est vrai que dans ton avant-dernier livre, tu as tout un chapitre sur les traces éducatives au travers de la transmission et l'amélioration de la taille des silex. Peut-être tu l'as à côté de toi pour nous le montrer, ton avant-dernier livre, qu'on profite également des belles couvertures des uns et des autres. Pendant que tu cherches, je vais poursuivre un peu. Alors en fait, pour ma partie, je me propose de me mettre en résonance. Voilà, l'éducation au gré de ses métamorphoses, qui est donc un recueil de textes et d'articles que tu as pris, complété, expliqué, articulé, classé et qui sont d'une grande ambition, puisque effectivement, nous partons de Sapiens et comme le rappelait récemment Cyrulnik, on va le faire remonter à 200 000 ans, le sapiens, c'est plus à 300 000. Bon, on n'est plus à 100 000 années près sur de telles échelles. Et on va aller, bien sûr, jusqu'à l'époque contemporaine et les nouvelles technologies, notamment les nouvelles technologies éducatives que tu citais tout à l'heure. Et du coup, on est maintenant en plein dans cette période que d'aucuns appellent l'anthropocène,
c'est-à-dire effectivement l'ère de l'anthropos, l'action irréversible des groupes humains qui avant petits et épars se sont retrouvés à coloniser toute la planète et à agir sur elle de façon à pouvoir la détraquer complètement ou se détraquer eux-mêmes ou les deux de concert dans un échange systémique. Alors, est-ce qu'on est en train de boucler quelque chose? Est-ce que Sapiens est en train de se terminer lui-même? C'est peut-être une des questions qu'on pourrait se poser après cette si longue évolution. Et on sait qu'à l'échelle de la planète, si toute l'espèce géotectonique tenait sur 24 heures, nous serions maintenant à 23h51 et quelques poignées de dizaines de secondes pour marquer l'avènement, il y a 200 000 ans, de ce sapiens qui, en l'espace de quelques dizaines de secondes, depuis l'invention de la bombe atomique et les conséquences maintenant, et les nouveaux missiles, etc., serait capable d'achever définitivement toute trace de son existence sur la planète. Alors, l'éducation peut-elle nous amener à réfléchir et, si on le souhaite, à retarder ou métamorphoser cette issue fatale? Et je vais rebondir sur ce que tu as bien voulu aller chercher dans ces archives, pourtant si peu anciennes. Comme c'était rappelé, comme le rappelait Charlot, effectivement, deux objectifs possibles à l'éducation. D'une part, acquérir un bon métier et d'autre part, alors déjà, je commence par ça, acquérir un bon métier. D'aucuns prétendent que l'ascenseur social de l'école est cassé depuis bien longtemps et que obtenir un diplôme n'est absolument pas gage de pouvoir mettre en face une quelconque activité professionnelle préprogrammée. Ça a été certainement le cas, au moins pendant cette période des 30 glorieuses, ou dans certains pays comme le Japon, où tout est extrêmement articulé et engrangé, hein, ou peut-être dans certains métiers comme ceux que tu as bien connus à la SNCF, où dès le premier jour, m'a-t-on dit, de recrutement, on remettait au nouvel employé son livret de futurs retraités avec ses points et ses catégories. Nous sommes maintenant dans un monde que certains nomment agile, mais d'autres diraient déstructuré. Tout dépend du point de vue, et où en tout cas l'incertitude règne en maître et la qualité d'un suivi éducatif ne préjuge en rien pas la qualité. Le fait d'avoir suivi, justement, tout sera question de qualité. Un cursus éducatif n'engagera en rien sur la suite. Le deuxième point de Charlot que j'ai noté, c'est une volonté d'améliorer. Alors peut-être je n'ai pas très bien noté. S'améliorer dans le positionnement d'un classement mondial, ce qui m'a fait penser au classement des universités, que ce soit celui de Shanghai ou d'autres. Et là encore, c'est certainement une fake news, puisque si on se considère une analyse éducative à partir de l'institution, à ne pas confondre bien sûr avec la pédagogie institutionnelle, tout au contraire, on va se poser la question, mais de où se trouve l'humain? Parce que si dans les programmes et si dans les textes officiels, c'est l'enfant, l'élève, donc l'humain, qui doit être au centre des dispositifs, on s'aperçoit bien que dans la réalité de la pratique, dans les écoles et même dans la formation des enseignants, qui subit en ce moment même une énième réforme depuis 2009, ce qui ne va pas sans susciter, et ça c'est vraiment un début de révolution, terme que je réemploierai tout à l'heure, de très forte résistance à ce que le ministère souhaite imposer au niveau de la très grande majorité des INSPE, c'est désormais leur nouveau nom en attendant le prochain, donc Institut national supérieur de la profession et des enseignants. J'ai plus le terme exact. En tout cas, ça, la pilule ne passe plus. Voilà, ça, on en est absolument certain. Ce qui fait que si on veut reprendre cette grande question de comment penser l'humain, puisque c'est à partir de là qu'on pourra penser l'éducation, et que je reprends le titre du livre de Charlot, Éducation ou barbarie, il nous faut bien reconnaître que dans ces processus de l'époque moderne, malheureusement, nous avons eu également le diptyque éducation et barbarie qui se faisait ensemble. Il suffit de penser
à la Révolution nationale de Pétain, qui demandait d'ailleurs un engagement solennel, un serment d'allégeance aux profs d'université notamment, ou tout simplement à l'homme nouveau nazi, qui, tout en apprenant à développer des gammes au piano ou à manipuler le violon, eh bien, devait pouvoir se servir de la baïonnette et effectuer des crimes barbares. Il n'y a donc aucune équivalence systémique entre l'éducation et le développement de notre humanité. Et effectivement, je pense que tout notre travail va consister à retrouver ce lien et à nous appuyer sur des dispositifs ou des process variés pour, en tant que chercheur, en tant qu'éducateur, en tant qu'étudiant, en tant que personne intéressée par cette question de l'humain, de qu'est-ce que c'est de l'humain, de faire un couplage vertueux entre le processus éducatif et l'évolution de notre conscience humaine et surtout de notre agir humain. Puisque malheureusement, savoir ou simplement être conscient n'est pas un gage suffisant d'une incarnation, d'un vécu, d'une praxis qui révèle vraiment notre part d'humanité, qui est finalement le point commun qui nous rejoint tous, pour reprendre l'expression d'un groupe de travail dans lequel j'étais avec Antoine, ici présent ce soir. Alors, quoi enseigner? J'avance un petit peu quand même. Et peut-être juste très rapidement passer également sur la violence institutionnelle que nous pouvons rencontrer, que j'expérimente en ce moment même à l'occasion des tensions révélées par ces changements de maquette de formation, où pour la première fois en 22 ans, la semaine dernière, une élève m'a insulté publiquement en cours du fait d'un niveau de stress lié à la préparation des examens qui était au-dessus de ses capacités de gestion émotionnelle. Ou des collègues enseignants-chercheurs qui en ce moment inondent les listes de diffusion d'anathèmes et d'attaques ad hominem sur certains autres collègues en charge justement de la conduite des réformes. Alors, ça ne va pas jusqu'aux réseaux sociaux. Voilà, on pourrait parler de ce qui se passe également à l'EHESS ou à la chasse aux sorcières marcatistes des islamo-gauchistes à l'université. Malheureusement, les exemples ne manquent pas. Alors, quoi faire, quoi enseigner? Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain comme certains pourraient le faire en prenant les alternatives à l'éducation au-delà des éducations alternatives. Delors, dans son rapport, l'éducation a un trésor est caché dedans, nous montrait bien effectivement l'intérêt de la démarche éducative, même si elle reste complètement inventée. Et tu citais tout à l'heure à juste titre Edgar Morin et ses 7 savoirs pour l'enseignement de demain. Je ne sais plus le titre exact, on trouve le PDF maintenant gratuitement en ligne à la demande de 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. On les trouve en PDF sur le net. Tout ça, ce sont des pistes. Et j'ai beaucoup aimé, Christian, tu reconvoquais la question du sens. Et effectivement, parce que les moyens, les méthodes, tout cela, on peut les apprendre, on peut les expérimenter, mais quel sens allons-nous y donner et quel sens allons-nous transmettre à travers ces activités éducatives, ce que moi-même, dans mes recherches récentes, j'ai renommé sous la question de l'intention. Et donc, ce que j'ai développé, le concept d'une pédagogie implicative et intégrative. Et depuis ma soutenance d'habilitation, un membre du jury m'a proposé un 3e I, de passer de la P2I à la 3e, avec une pédagogie intentionnelle, c'est-à-dire l'explicitation à tout moment. Et tu le disais toi-même, Christian, tout à l'heure, tu disais, si je devais me remettre à ma propre analyse, je ferais des exercices, alors je ne sais plus comment, psycho-spirituel, autoréflexif, de métacognition, et tout ceci nous amène effectivement à la question de l'intention. Bon, j'ai presque fini. Tout ceci peut nous amener à l'anthropotechnique, effectivement. Alors, il ne faut pas le prendre comme un fait acquis. Il y a quand même des très forts courants critiques, je pense bien sûr aux néoludistes, sans remonter forcément jusqu'aux mormons, mais qui nous mettent en garde, et probablement à juste titre, quand on voit l'état de la surveillance généralisée dans certains des pays les plus puissants du monde,
couplés à l'intelligence artificielle qui permettent, dans une foule de centaines de milliers de personnes, d'identifier quelques individus en vue ensuite de les appréhender ou de les pister ou de ce qu'on voudra. Et quand on voit, sans aller jusque-là, la propre évolution de notre arsenal législatif en France avec la loi sécurité globale et ses développements, nous pouvons, à juste titre, nous interroger bien sûr sur les bienfaits de la technique, mais aussi lorsque l'intention avec laquelle elle est mise en œuvre ne sert pas ces idéaux d'humanisme qui nous animent pour la plupart d'entre nous, et j'espère tous ici même, eh bien, comment faire et comment opérer cette fameuse révolution de l'esprit, au-delà d'une révolution tout court, puisque une révolution, ce n'est jamais que partir en mathématiques, qui était cité tout à l'heure, partir d'un point, faire un tour à 360 degrés et revenir au même en ayant tout cassé entre-temps. Donc, comment faire un changement qualitatif et non pas une répétition depuis cette paléo-anthropologie jusqu'à l'anthropocène. J'aime énormément cette proposition de la joie. La joie comme critère peut-être, comme phare peut-être, comme horizon, sans oublier que l'horizon est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Donc, je préférerais comme un but peut-être à rejoindre tout simplement. Et c'est vrai que sur cette question, la joie et l'éducation, deux ouvrages me viennent immédiatement en tête. Le premier, c'est celui d'Antonella Verdiani, qui avait fait sa thèse avec René Barbier, ces écoles qui rendent nos enfants heureux. Et le deuxième, j'ai plus le titre exact, mais tu vas m'aider, Christian, puisque tu en es un des co-auteurs. Je crois que c'est La joie d'apprendre en ligne. J'ai certainement les bons mots et les bons thèmes, mais pas le bon ordre. Alors, Attends, juste avant ça, avec René Barbier, on avait écrit un bouquin aussi sur la grand-parentalité. Ça s'appelait La joie d'être Oui, grand-père. et ben Donc, voilà. quant à l'autre, non, c'est pas la joie, c'est le plaisir Le d'enseigner en ligne. plaisir. Ouais. Le plaisir. Mais alors voilà justement, voilà un autre couplage Ah, ouais. très intéressant, la joie et le plaisir. Et d'ailleurs, Charlot en parlait quand tu le citais tout à l'heure, de bien faire attention aux objectifs court-termisme et peut-être trop liés au sens. Et alors que la joie, évidemment, est un sentiment qui déborde la simple émotion initiale et que peut-être justement dans ce travail, nous pouvons chercher à en faire un guide d'action sur du long terme. Voilà ce qui me venait un petit peu en résonance. Et peut-être avant d'aborder, et la transition est faite avec le deuxième thème, mais on sera certainement beaucoup plus rapide, hein, vu que Oui. l'heure tourne quand même très rapidement. Qui éduquera les éducateurs? Éternelle question que tu as fort justement rapporté tout à l'heure. Alors, sauf qu'on n'a pas le même auteur. Moi, j'étais persuadé que c'était Jiddu Krishnamurti. Il me semble t'avoir dit que c'était Marx, mais peut-être que Jiddu Krishnamurti était marxiste ou inversement. Oui, Tu peux oui. nous éclairer là-dessus? Les références que j'ai, c'est Marx. C'est Marx. Mais très probablement, Krishnamurti avait dû lire cette phrase de Marx, très probablement. Voilà, alors je l'ai lu ou entendu dans un de ses discours Oui, sans en connaître l'origine. Historiquement, le premier vient avant le second, oui. mais voilà deux auteurs qui, quoi qu'il en soit, méritent effectivement d'être écoutés attentivement et réinterprétés à l'aune de notre contemporanéité. Alors, puisque tu as fait allusion à ce bouquin que je vais montrer, bah, ça nous permet de rebondir tout de suite sur le deuxième thème. Hein. Je vais essayer de faire beaucoup plus court que la première fois. Oui. Bah, c'est celui, je rappelle le thème, hein, je rappelle le thème. Euh, Qu'en est-il de la pédagogie universitaire en ligne? Pédagogie universitaire à distance, donc. On pourrait pas avoir une petite discussion sur le premier thème et puis après une discussion Non, sur le on deuxième. préfère enchaîner, c'est mieux. D'accord. Qu'en est-il donc de la pédagogie universitaire en ligne après bientôt une année d'études à distance pour des étudiants contraints de le faire?
Et là, je pense qu'on va rejoindre le dernier item que tu as utilisé, qui éduquera les éducateurs d'ailleurs, hein. Ça nous permet de faire deux liens à la fois. Alors oui, parce qu'on sait que depuis un an, les universités sont fermées pour la plupart. Je parle des universités, ce n'est pas le cas forcément des grandes écoles ou d'autres lieux, mais enfin, au moins pour les universités, elles sont fermées, commencent à réouvrir plus ou moins, enfin, c'est pas facile. Et la plupart des étudiants sont contraints de suivre des enseignements délivrés par différents dispositifs en ligne. Alors, moi, j'ai écrit récemment un journal, je t'avais dit que j'en parlerais, Florent, donc j'en parle. J'ai écrit, enfin non, je n'ai pas écrit récemment, j'ai publié récemment un journal de mon premier semestre comme maître de conférence à Paris 8. C'était en 1980, bah, je ne sais même plus, 99, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, pour répondre en partie à la question qui éduquera les éducateurs, parce que moi, je considère personnellement qu'un enseignant à l'université, un maître de conférence, un professeur, est aussi un éducateur. Ce qui peut s'oublier, hein, à mon avis, un enseignant universitaire n'est pas là que pour délivrer du savoir. C'est bien sûr son métier, des facettes de son métier, mais il est là aussi pour éduquer. Quand on voit le désarroi de nombre d'étudiants, tu en as évoqué, tu as évoqué une étudiante tout à l'heure qui paraissait pâtir de la période. Quand on connaît le nombre d'étudiants qui sont en état de déshérence à l'université, non seulement par rapport à leurs études, mais pas aussi par rapport à leur être. Que fais-je à l'université? Que vais-je faire de ma vie? Moi, j'ai souvent vu dans ce bouquin, et je les relate, des moments où j'étais confronté non plus à la dispense de savoir, mais à des réponses que j'étais presque sommé d'apporter en termes d'éducation. À des étudiants qui me disaient, grosso modo, mais je vais faire quoi de ma vie? Voilà, avec des épisodes singuliers de leur existence. Donc, et l'enseignant universitaire, malgré son doctorat, malgré je ne sais quel autre diplôme, n'est pas forcément éduqué à faire ça. Vous voyez, moi, j'avais eu la chance extraordinaire de passer par un diplôme de formateur d'adultes où la psychosociologie, un peu de psychanalyse, de psychologie des profondeurs, ça m'avait permis de toucher un peu du doigt ces problématiques-là, mais bien maladroitement, bien maladroitement. Et j'essayais donc de répondre à ces interrogations d'étudiants d'une façon presque profane, en fait. Et donc, je pense vraiment que pour les enseignants universitaires, il faudrait une formation à l'éducation de ce type-là, hein, vraiment. Bon, mais donc, les étudiants, l'année dernière, qui ont été plongés dans le bain de l'éducation, non pas de l'éducation, mais de la formation en ligne, finalement, n'étaient pas du tout préparés à ça. Comme en première année, ils ne sont pas du tout préparés à aller dans les amphis, ce qui explique les 50% d'échecs dans certaines filières, etc. Et ils le sont encore moins à suivre des cours en ligne. Mais du côté des enseignants universitaires, eh bien, c'est quoi la formation, non seulement pédagogique, mais en plus pédagogique en ligne? Il y en a probablement encore moins. Et là, on a une espèce de montagne qui nous est arrivée dessus, et personne n'était préparé à sa chute, en quelque sorte. Comment faire front à cette demande et à cette obligation quasiment par les faits, par une contrainte extérieure, un virus minuscule qui ferme les universités dans de nombreux lieux du monde et qui les contraint à faire autrement. Et le journal, moi, que j'avais écrit en 99, s'arrête juste au moment, après j'ai plus écrit, où on allait commencer à créer l'enseignement en ligne à Paris 8 en sciences de l'éducation, qui n'existait auparavant que sous la forme papier. Et donc là, on se lançait vraiment dans l'expérimentation en ligne. Et ça a été un moment absolument pédagogique passionnant, parce qu'à cause de ça, on a été obligé de repenser et de réexaminer, de réanalyser la pédagogie que l'on délivrait habituellement en présentiel. Alors je passe sur les détails qui sont rappelés dans l'autre livre que j'ai mentionné, donc le plaisir
d'apprendre en ligne à l'université, que j'avais eu le plaisir de diriger avec une collègue à l'époque, Sonny Kim. Et donc, là-dedans, on trouve vraiment tous les détails, tous les affres par lesquels on est passé pour réussir à créer ces enseignements en ligne, qui à l'époque ne bénéficiaient pas du tout, côté technique et pédagogique, de toutes les avancées qu'il y a eu depuis. Vous voyez, on ne pouvait pas voir les étudiants, c'était extrêmement compliqué. On passait entièrement par voie de forum écrit. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire que là aussi, on est peut-être en train de vivre une petite révolution, alors au sens d'avancée, je ne sais pas comment dire, ou de modification dans le comportement étudiant et dans le comportement professoral à l'université, qui doit vraiment, vraiment retenir l'attention. J'ai été contacté par Libération, moi, curieusement, au mois de septembre, je crois, je ne sais plus, septembre, oui, Libération qui voulait mon avis éclairé sur le sujet. C'était drôle parce que il y a longtemps que j'ai arrêté tout ça, mais enfin c'était amusant, quoi. Et je ne sais plus ce que j'ai raconté là-dedans, dans cette interview pour Libé, mais en tout cas, j'en ai tiré l'idée que l'enseignement en ligne à l'université ne pouvait fonctionner correctement que s'il était libre, librement choisi. Or, les étudiants qui actuellement suivent les enseignements en ligne sont sous la contrainte. Sous la contrainte. Et ça change énormément de choses dans la façon de vivre un enseignement en ligne. Alors, ce que nous, on avait essayé de faire dans l'enseignement en ligne, c'est, en même temps que transmettre des savoirs, habituellement ceux que l'on transmettait en salle, en amphi, essayer d'éduquer aussi, justement. Essayer d'éduquer aussi ce que nous faisions, ce que nous tentions de faire d'habitude. C'est-à-dire de prendre à bras le corps, quand elles arrivaient, les problématiques liées au savoir, au savoir-être ou à l'apprendre à être étudiant, à l'apprendre à être femme ou homme, avec des savoirs venus du supérieur. Et donc, ça, c'était passionnant parce qu'au départ, on pensait que ce n'était pas possible de faire ça en ligne. Parce que le média est trop froid, est trop technique, est trop rébarbatif, enfin, tout ce que l'on voudra. Or, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Pas vrai, non pas à 100%, mais pas vrai en grande partie. C'est-à-dire que si on apporte suffisamment de soins à la façon dont on constitue une équipe pédagogique pour enseigner en ligne à l'université, si au sein de cette équipe règne un véritable climat d'entente, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas des désaccords, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas des discussions parfois acharnées sur telle ou telle décision à prendre, mais au moins qui s'entendent pour faire avancer dans un sens d'intention partagée, si je reprends le terme d'intention partagée. Et on a eu la chance d'être au départ dans une petite équipe, modeste à tous les points de vue, où cela fonctionnait très bien, où il y avait énormément d'amitié et énormément d'affectivité aussi. Et je crois que cette affectivité, elle était partagée entre les profs, entre les maîtres de conf, entre les chargés de cours, entre les tuteurs, et que ça rejaillissait véritablement dans ce qui s'échangeait dans les forums. Et de plus, les cours que l'on donnait allaient directement au fait. Moi, par exemple, je faisais un cours sur l'auto-formation. À l'époque, René Barbier devait faire un cours sur Krishnamurti. Il en avait un autre sur le sens de l'éducation, justement. Et dans les travaux de validation que l'on demandait, au-delà des discussions que nous avions en ligne par forum, donc, eh bien, la question de l'être, la question de l'existence et la question de l'éducation, par conséquent, étaient constamment discutées. Si bien que l'on avait des travaux qui étaient rendus, qui étaient d'une très très grande qualité, et parfois si on peut établir un parallèle oiseux et indésirable, quand même, souvent on se disait mais c'est meilleur qu'en présentiel. C'est-à-dire que les résultats de profondeur, de dégagement de sens, de quête de sens allaient plus loin que les travaux qu'on obtenait dans les mêmes cours donnés en présentiel. Et évidemment, ça nous a énormément interrogés. On s'est demandé pourquoi on n'a pas résolu le problème
Tout à fait. Alors tout cela pour dire donc que cette période que l'on traverse, ça pourrait être aussi, via cet enseignement en ligne, une façon, et j'en termine là-dessus, une façon extraordinaire de pouvoir réinventer l'université, qui globalement fonctionne encore aujourd'hui sur le modèle médiéval. Hein. C'est-à-dire il y a un prof qui est là, qui donne cours, il y a des étudiants qui l'écoutent, qui écoutent son discours et qui essaient d'en faire quelque chose en termes de baccalauréat d'ailleurs, de licence, de maîtrise déjà à l'époque et de doctorat. Alors aujourd'hui c'est master, c'est plus maîtrise, mais enfin bon. Donc comment pourrait-on aujourd'hui, avec les moyens techniques dont nous disposons, avec notre avancée de 5 siècles quand même, depuis 5 ou 6 siècles, depuis les premières universités, comment pourrait-on faire pour inventer une nouvelle université? Et moi, et là j'en termine là, moi je verrais très bien une université aujourd'hui qui, du point de vue de la transmission des savoirs, pourrait très bien fonctionner par un système en ligne. On transmet du savoir, alors par voie écrite, par voie de visio comme l'on fait, par voie de recherche sur Internet, etc. On pourrait très bien le faire. Bientôt, tous les ouvrages du monde seront disponibles sur Internet. D'ici 20 ans, 50 ans, tout sera disponible. Et on réserve le présentiel uniquement pour des actions de groupe, uniquement pour du vécu partagé avec les enseignants. Un peu sur le mode finalement de la Grèce ancienne, voyez, où l'étudiant, non pas l'étudiant, mais le disciple, vivait constamment avec son professeur. Les stoïciens avaient autour d'eux leurs élèves, leurs disciples. Hein. Ils vivaient constamment avec eux. Et le maître était là pour délivrer non pas un exemple de savoir, ça pouvait arriver, mais surtout un exemple de vie. Voilà. Donc je me demande si aujourd'hui on n'aurait pas la possibilité, mais la possibilité, si elle existe, passera et ça ne se fera pas, mais on aurait une opportunité extraordinaire de réinventer complètement l'université. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et Blanquer, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Blanquer, enfin, tu sais, il est neuroscientiste. Bon, mais cela dit, s'il y a des choses intéressantes du côté des neurosciences, il faut les prendre, hein, bien sûr. Tous les neurosciences affectives et sociales qui viennent illustrer puisqu'il y a toute une panoplie de neurosciences. Je vais juste rebondir en très peu de temps pour illustrer justement certains de tes propos. Et puis après, il sera temps d'approfondir nos échanges entre nous. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu parlais de la contrainte éducative de l'apprentissage à distance versus le librement choisi. Et effectivement, je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose de crucial entre l'obligation, notamment pour des personnes qui n'ont soit pas d'équipement, soit de mauvais équipements, soit de mauvaises connexions, soit pas de connaissances ou de compétences particulières dans le maniement des outils, ce qui peut amener parfois à des situations un peu cocasses, versus effectivement le librement pour ceux qui, soit parce qu'ils sont plus à l'aise, soit parce qu'ils sont intéressés par ce type d'expérience de formation à distance. Bon, là, il y a un couplage vraiment intéressant. Et je vais illustrer un peu par du storytelling, hein, c'est très à la mode, des histoires de vie, deux événements qui me sont arrivés assez récemment. Et pour ça, je vais revenir sur cette notion d'accompagnement et cette notion d'un vécu intrapersonnel, interpersonnel, en petit collectif ou en grand groupe, hein, qui serait justement cependant et qui ferait bien la différence, le distinguo entre ce qui est transmissif et ce qui est de l'ordre de l'expérientiel. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même préciser quelque chose, c'est que dans le petit landerneau des mondes de l'éducation et de la formation, cette posture que tu nous proposes révèle quand même beaucoup l'état d'esprit d'une partie des sciences de l'éducation de Paris 8, où tu as avec bonheur fait ton travail d'enseignant-chercheur, et Yolande ne me contredira pas, puisque c'est là aussi où dans les groupes de recherche de Geneviève Jacquinot, Jean-François Cerisier, où j'ai passé les meilleurs moments d'expérience de vie de laboratoire avec mes condisciples.
Tout, voilà, on va trouver ça ailleurs, à Paris 10 également, hein, pour certaines des facs que je connais relativement bien, et heureusement dans d'autres. Mais il faut bien voir que ce courant est loin de faire l'unanimité dans le monde qui est le nôtre, notamment lorsque on vient se frotter à la dureté des didactiques et des enseignements disciplinaires, puisque nous sommes plutôt, non pas à l'opposé ni à l'inverse, mais en complémentarité ou à d'autres niveaux d'action ou de conscience dans des approches que Barbier appelait sensibles et transversales, où justement la relation humaine, finalement, illustre bien la question du thème précédent, qu'est-ce que l'humain et comment mettre l'humain au centre. Et c'est vrai que ça reste nos préoccupations principales. Mais moi qui suis en poste dans un ISP où petit à petit, par la masterisation, finalement, nous sommes transformés en boîte à bac, boîte à préparation à concours, l'état d'esprit de nos Master 1, et d'où le stress qu'ils ressentent, fait que finalement, ils se concentrent uniquement sur les épreuves du concours et que tout ce qui n'est que optionnel ou pas directement justement disciplinaire, puisque à l'heure actuelle, les épreuves sont essentiellement le maths, le français, la simulation ou l'analyse d'une situation de classe, etc., finalement, va se retrouver au mieux la cinquième roue du carrosse et au pire, placardisé. Et c'est un petit peu l'expérience que je fais avec cette majorité d'état d'esprit des étudiants dont on ne pourra pas leur tenir rigueur, bien évidemment. L'école n'étant que le produit de la société qui la génère, et les étudiants étant pieds et mains liés dans les dispositifs de formation dans lesquels ils s'insèrent. Et tu faisais très justement tout à l'heure le distinguo entre les universités et les prépas ou les grandes écoles qui, curieusement, ne répondent pas actuellement au même modèle de formation. Alors, ce en quoi je rejoins un peu la position de Paulo Freire qui dénonçait déjà à l'époque une sorte de fast-food éducatif. Alors, il n'employait probablement pas ce terme-là, mais plutôt le prêt à consommer, hein, où les élèves viendraient à la carte, pointer, demander, acheter et prendre avec un but utilitaire et de réinvestissement tout de suite. Et la deuxième, donc c'est un peu ce que j'ai vécu avec cette étudiante la dernière fois qui était absolument sourde à mes propositions d'émancipation, d'esprit critique, de construction du soi, du vivre ensemble et même d'un bien vivre ensemble, hein, pour revenir à Frère. Et la deuxième expérience, c'est plus heureux, celle-là, à l'occasion d'une manifestation justement contre cette énième réforme de la formation des enseignants qui a eu lieu la semaine dernière et qui fait partie de cette opposition qui est en train de prendre corps. J'avais proposé à mon groupe d'étudiants de l'après-midi, très peu ayant d'expérience syndicale ou non pas révolutionnaire, mais simplement de manifester en groupe pour porter des opinions actuellement minoritaires. L'un d'entre eux a bien voulu m'accompagner. J'ai donc fait un mixte de cours présentiels, distanciels, où j'ai proposé aux autres de me joindre sur mon téléphone à tout moment à partir du plan de travail personnalisé que j'avais établi pour chacun d'eux en petits groupes, ce qu'ils ne se sont pas privés de faire d'ailleurs. Et avec cet étudiant qui est venu, nous avons vécu cette situation du pédagogue au sens propre que tu évoquais tout à l'heure depuis notre mythologie athénienne, à savoir pendant 2 heures, j'ai déambulé avec lui et discuté à la fois du sens des études, du contenu des études, pour aboutir finalement au sens de la vie. Et ces 2 heures, je t'assure, je ne les ai pas vues passer. Et nous étions dans une relation de confiance, d'être à être, où finalement, parlant de tout, de rien, nous parlions du plus essentiel. Et c'était pour lui comme pour moi une première dans le vécu d'une relation pédagogique. Donc, je terminerai avec ça, avec l'expérience éducative, la richesse qu'elle peut revêtir. Et je dois dire que ce n'est pas sans une certaine malice et un petit plaisir, puisque moi, j'ai décidé politiquement de toute façon de n'exercer mon métier professionnellement que dans le plaisir et dans la responsabilité, dirait Philippe Mérieux, qui ne dissocie pas la liberté de la responsabilité, et que parler d'expérience éducative, c'est subvertir le mot une deuxième fois, l'expérience,
hein, puisque on va retrouver ça surtout en termes marketing. Quelle a été votre expérience de votre voyage? Quelle a été l'expérience de ce moment ludique? Quelle a été votre expérience de ce moment de visioconférence? Et donc, réinvestir l'expérience dans ce qu'elle a de plus noble, et notamment dans notre expérience d'un vécu en groupe, en collectif, cette fameuse deuxième phase que tu évoquais tout à l'heure me semble un très bel objectif à poursuivre. Et c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble d'ailleurs. Comme quoi, finalement, ça s'enchaîne parfaitement. On ne t'entend pas, Christian? Christian, voilà. Comme je n'arrive pas à bien lire sur les lèvres malgré des mois et des mois de pratique. C'est bon, on est parti pour 45 minutes, 50 minutes de réaction, de résonance, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, de critique, bien sûr, de remarques, de suggestions, comme vous voulez. Voilà, et on peut aborder bien sûr ces deux thèmes, l'un ou l'autre, ou toute chose qui trouverait un écho, une résonance parmi nous. Alors Antoine, tout à l'heure, tu bouillonnais déjà d'un désir de partage. Non, mais moi je suis. Non, sauf que ça s'est refroidi avec le deuxième thème qui, pour moi, est d'un niveau bien en dessous du premier. Donc j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas comment te dire. Premier, revenons au problèmes qui ont été abordés. Moi, j'ai des choses à dire sur le second, mais les batailles au sein de l'université ne m'intéressent pas beaucoup. La réforme globale de l'éducation m'intéresse, mais pour ça, il faut avoir du pouvoir. Blanquer, il n'a aucun charisme, rien. Donc, moi, j'ai pas des propositions de réforme de l'éducation. On en a proposé dans le cadre de mon association il y a 30 ans. Elles restent toujours valables sur les contenus, etc. Je vous les envoie quand vous voulez. Je les ai relus l'autre jour. Pour moi, on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on avait fait il y a 30 ans. Mais évidemment, alors c'est là le lien, pour moi, c'est lié à une éducation à être. Donc moi, la question centrale qui a été posée tout à l'heure par Christian, c'est être. Donc, moi, je pense qu'effectivement, tout ce qui va être savoir, l'université, tout ça, l'enseignement va disparaître petit à petit. Quelqu'un parlait du 22e siècle, tout va être automatisé. Il y aura tous les savoirs seront appris dans des systèmes informatiques, etc., à travers des interfaces informatiques. Mais l'être n'est pas du tout une question de savoir. Donc, si on s'intéresse à la question de l'être, alors il y a besoin comment dirais-je, de formuler les ingrédients de ce que c'est que l'être. Et moi, j'ai écrit un dispositif ternaire où je définis déjà l'homme comme étant une espèce qui invente des possibles. Donc, on est depuis des dizaines de milliers d'années dans l'invention des possibles. L'homme, il est en recherche permanente d'invention des possibles. Et plus concrètement, en anthropo, machin, truc, muche, on est dans du toujours plus. Donc, la première chose qui a à bouger à l'heure actuelle, c'est comment bifurquer et arrêter le toujours plus. Toujours plus de savoir, toujours plus. Ça ne marche pas, ça ne produit pas du tout les effets qu'il faut. Je veux dire, on n'arrive pas à affronter les défis de la planète. Donc, on a échoué là-dessus. Donc, il y a besoin de se réfléchir sérieusement. Donc, ça se fera effectivement collectivement. Et donc, la question j'ai bien aimé la question de l'examen de conscience en permanence. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, pour moi, la première étape pour une éducation à l'être, c'est penser les ressources nécessaires à sa raison d'être. Donc, pour moi, c'est la première phase. Ça, c'est une conséquence directe de mon modèle de la simplicité que j'ai exposé dans le bouquin collectif avec Florent. Donc, je fais un site là-dessus, d'ailleurs, sur ces questions-là. Et puis, la deuxième phase, c'est faire éclore les liens. Donc, il s'agit d'encourager tous les liens possibles que peuvent avoir le futur adulte qui serait, comment dirais-je, cohérent, utile à sa raison d'être. Une fois qu'il a identifié les ressources, choper les liens
Et l'objectif, c'est de démultiplier son énergie, c'est-à-dire son pouvoir d'eux. Donc on est dans un registre qui n'a rien à voir avec celui qui a enseigné non seulement depuis Jules Ferry, mais depuis, comment on appelle ça, depuis des siècles, qui, à mon avis, a atteint ses limites à l'heure actuelle, où la planète est en fragilité. Alors, bon, une fois que j'ai dit ça, et après je peux dire concrètement, grâce à des apprentissages et sensiblement, etc., je vais déployer le modèle. À combien je vais convaincre, qui sont les gens qui ont envie de jouer à ça, on se regroupe comment? Donc moi, je suis prêt à participer à toute association qui dit que la question centrale, c'est non pas savoir-être, mais pouvoir-être. Je ne suis pas du tout d'accord avec savoir-être. Ce n'est pas l'ordre du savoir. Donc, c'est la question de l'être, en tout cas. Et que c'est qu'en la travaillant, en la macérant, qu'on arrivera à créer un petit îlot de résistance face au transhumanisme et au délire techno, machin, truc mu, j'ai toujours plus. Bon, voilà, donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Allons-y, je suis prêt à participer à toute initiative. Je pensais par exemple à celle de François Julien. François Julien, il parle de la notion de décoïncidence dans son dernier livre. Bon, il est dans la logique de quel est le meilleur des possibles, quoi. Et moi, j'ai contacté, bon, je n'ai pas encore de réponse, mais je pense que sa réflexion qui se situe entre l'Orient et l'Occident est absolument fondamentale à cette question de l'être. Je m'arrête. Je ne sais pas s'il faut répondre tout de suite. On laisse peut-être réagir ceux qui en ont envie. Peut-être on peut se donner une petite règle d'un temps limité par chaque intervention pour que la parole circule bien, sauf si évidemment personne ne souhaite la prendre. Donc soit une autre réaction, soit toi, Christian, effectivement. Peut-être quelqu'un qui ne se serait pas exprimé encore, s'il y en a. Hubert Landier, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit par Christian Verrier sur le livre de Bernard Charlot, sur la nécessité de sortir de la logique de la concurrence. Nous vivons dans une société qui est fondée sur la logique de la concurrence, même sur la logique économique. Et la nécessité d'un passage à la logique de la solidarité. Ce qui me frappe beaucoup avec la crise de la Covid, c'est que nous avons assisté à une redécouverte de l'importance du lien social. Le lien social qui a été bridé par le confinement, mais ce confinement qui en même temps a permis de découvrir d'autres formes de lien social. C'était aussi la découverte de métiers qui n'étaient pas les plus valorisés, mais qui étaient indispensables à ce lien social, les métiers de la santé notamment, hein, mais pas que les métiers de la santé. Et cette solidarité, elle s'est manifestée par une abondance de volontaires dans les associations humanitaires. Connaissant un petit peu la Croix-Rouge française de l'intérieur, je peux dire qu'il y a eu un énorme élan de solidarité, notamment parmi les jeunes à la Croix-Rouge. Et parce qu'on parlait de situations de formation, de situations pédagogiques, je trouve que le principe du service civique est très intéressant. Je suis tuteur, j'étais tuteur de plusieurs services civiques à la Croix-Rouge pour des jeunes qui sont un petit peu à la recherche de leur devenir, qui vont devenir. Hein. Bon, passer 6 mois à s'occuper des SDF et à participer à des maraudes, ça les aide à se découvrir. D'abord, ils découvrent un autre monde qu'ils ne connaissaient pas, des valeurs de solidarité, hein, très fortes, et ça les aide ensuite à trouver leur voie. Voilà le témoignage que je voulais apporter. Hein, c'est qu'on assiste actuellement, je pense, à un développement de la solidarité, d'une économie de solidarité, peut-être d'une économie du don, à laquelle il faut penser si on pense à l'après-Covid, si on ne veut pas revenir aux errements de l'avant-Covid. Voilà.
ce que je voulais partager avec vous. Je sais pas, on peut essayer de rebondir rapidement, Florent? Oh, écoute, moi j'ai envie d'entendre. On a au moins 2 étudiants là parmi nous. On a une doctorante qui en plus se trouve de façon assez éloignée. Et merci d'être avec nous, Alexandra, parce qu'il doit être vraiment très tard chez toi. C'est peut-être le milieu de la nuit. Et n'hésite pas à aller te coucher quand tu seras trop fatigué. Et puis on a également Christian qui est rentré dans un processus de reprise d'études. Et donc, les deux sont en plein avec les moyens numériques. Donc, ils sont au cœur des 2 questions de ce soir. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce qu'un dispositif d'apprentissage centré sur l'humain et qui passe partiellement ou totalement par le numérique? Donc, peut-être que toi et moi, nous sommes partis dans des considérations extrêmement évanescentes et très éloignées de leur réalité. Euh, si vous avez envie de témoigner ou de partager vos réflexions. Justement, je voudrais. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, c'est ça? Oh, merci. Justement, pour vous remercier de m'envoyer un message et que je pourrais participer justement pour réfléchir sur ce qu'il y a dans votre système éducatif. Parce que ici, à Russie, on travaille à la distance maintenant, mais pas toutes les universités. Et alors, on a réfléchi beaucoup sur cela, mais généralement, je ne crois pas qu'il y a des conclusions dans notre éducation. Alors, je viens de juste vous écouter et merci beaucoup. Ouais, il est trop tard, mais moi, je suis à Moscou maintenant. Ouais, pas trop tard, mais quand même. Merci beaucoup. Justement, vous remercie. Merci, Alexandra. Christian, tu en es où de ta reprise d'études? Est-ce que tu as réussi à t'inscrire ou... Oui, tout à fait. Alors, oui, là, je suis en train de finaliser une candidature donc, pour la rentrée prochaine. Donc, c'est vrai que c'est question notamment du numérique, une question qui se pose. Alors, c'est vrai que je voulais revenir du coup de manière plus générale dans un premier temps, en quelques mots sur vos interventions, parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant de bout en bout. Ça m'a évoqué plein de choses. Alors, je vais essayer de faire court. La première chose, c'est que cette question justement posée par donc le Bernard Charlot, cette question de la concurrence une question qu'il faut essayer de résoudre. C'est vrai que moi je suis tout à fait en phase avec cette conception générale, mais depuis que justement j'ai conscience qu'on vit dans un monde de concurrence, je fais le constat que toutes les initiatives de toutes parts, de toute nature, sont toujours contrecarrées par la puissance du capitalisme notamment. Et donc les forces de domination, pour moi, jouent un rôle important. Et je suis assez pessimiste pour dire les choses sur les possibilités d'une évolution positive, ce qui n'empêche pas du tout que, on va dire que toutes les initiatives et toutes les démarches qui visent à améliorer les choses sont tout à fait louables. J'ai un petit peu du mal à exprimer les choses parce que pour moi, c'est vraiment un sujet crucial. J'ai envie de dire qu'on est dans un monde, pour rejoindre la question par exemple du numérique, moi je suis aussi très pessimiste sur l'évolution de ce monde-là à travers notamment la place que la technologie prend dans notre monde. Ça rejoint pour moi la question du transhumanisme.
Et alors par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Christian et qui m'a un peu qui qui atténue un petit peu mon jugement pessimiste quand il témoigne de cette évolution dans les universités ou dans les systèmes d'éducation en ligne qui finalement permettent d'améliorer, voire d'aller encore plus loin dans la réflexion. Ça me paraît intéressant, mais j'ai un petit peu du mal à y croire encore. Et peut-être que donc l'année universitaire que je vais entamer, si ça se passe comme ça, peut-être que ça va me faire démentir ma vision des choses. Voilà, donc voilà, j'ai plein de réflexions en tête qui bouillonnent, mais que j'ai du mal à ordonner. Mais voilà, c'est un petit peu le sens de ma réflexion. Tu veux bien nous dire dans quelle filière tu vas t'insérer? Alors, oui, concrètement, je vais, donc là, j'ai postulé pour un Master 2 en économie sociale et solidaire, donc je suis de formation éducateur spécialisé, et c'est vrai que j'ai envie aujourd'hui d'appréhender justement l'action envers des populations vulnérables à travers une approche avec plus de distance qu'en tant qu'éducateur spécialisé. Donc là, ça serait pour travailler par exemple dans des structures d'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'est un petit peu ma démarche. Merci beaucoup. Alors, on a encore 3 amis parmi nous qui ont peut-être des choses à dire, à raisonner, à partager. Ça peut venir après aussi. Hein. Ça peut venir après. Non, mais moi, c'est vrai que par rapport à tout ce que vous dites, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans vos niveaux intellectuels. Moi, je suis qu'un bas de gamme au niveau. Je suis un manuel, moi. Donc, c'est vrai que tout ce que vous dites, ça me paraît très, très intéressant. Mais la réalité de tout ça, de ces discours, comment j'ai l'impression qu'on est engrangé dans une machine qui ne peut pas revenir en arrière. Et c'est vrai que l'économie, le pouvoir, je veux dire, comment bouger ce mammouth et moi, je suis très, très pessimiste par rapport à l'avenir de tout ça. C'est vrai que quand on voit l'évolution de la société actuellement avec ce qui s'est passé, comment les profs se font malmener, ça fait très, très peur. Et je ne vois pas comment on peut rectifier le tir. Franchement, c'est complexe dans ma tête pour moi en tout cas. Et par rapport à tout ce que vous dites, comment le gouvernement, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement de tout ça? Comment il peut mettre les choses en place réellement et dans quelque chose de constructif et pas de violence? Comme dirait mon ami Sioran, comme je dis à chaque fois, ça ne peut que mal se terminer. Le pire est toujours sûr, oui. Jean, puisqu'il est question de politique, c'est vrai qu'à démocratie et spiritualité, c'est une thématique qui revient régulièrement. Vous en étiez d'ailleurs assez récemment invité et auteur discutant sur ces questions-là. Où est-ce qu'on en est Alors, oui. Il se passe quelque chose d'intéressant parce que le groupe éducation de démocratie et spiritualité est en train de renaître grâce à une jeune femme qui est arrivée, qui a une formation en sciences de l'éducation, et aussi Gérard Lural a accepté de collaborer. Par ailleurs, il y a un projet qui en est au b.a.-ba, mais le GREP de Toulouse et démocratie et spiritualité pourraient peut-être unir leurs efforts pour essayer d'organiser une sorte de colloque sur éducation
et spiritualité. Voilà. Mais qui ne serait peut-être pas l'intitulé exact, mais c'est le sens de cette histoire. Un petit peu dans la suite du petit livre que nous avons publié là-dessus il y a quelque temps. Ce qui m'a intéressé particulièrement ce soir, c'est l'interrogation d'une jeune étudiante qui s'adresse à Christian Verrier pour lui dire « Je veux faire quoi de ma vie ?» Et c'est vrai que lorsque les enseignants sont confrontés à ce genre de questions, ils sont très démunis. D'abord, il n'y a pas de réponse à apporter, mais seulement des éléments de réflexion à fournir. Mais pour ça, je pense qu'il faut être quand même un peu formé à l'écoute. Et donc, une priorité dans les actions que nous menons me semblerait aujourd'hui d'insister sur la formation à l'écoute des enseignants, mais pas seulement des enseignants. Je veux dire, il y a des personnels encore dont ça pourrait presque être la vocation première. Je pense aux conseillers d'éducation, aux conseillers d'orientation, aux psychologues scolaires, etc. Donc là, il y aurait peut-être une action à mener. Maintenant, quant à la question, car je crois qu'effectivement, la phrase de Marx qui éduquera les éducateurs, qui formera les éducateurs à l'écoute et comment. Voilà. Alors, Yolande, tu as peut-être la réponse à cette question. Qui va former les éducateurs à l'écoute qui ne soit pas dans une posture autistique et de surdité professionnelle? Non, non, je n'ai pas cette réponse. Ah, zut! En revanche, par rapport à vos interventions, au début, donc, j'avais beaucoup apprécié l'ouvrage de Charlot sur le rapport au savoir, mais ce que tu en as présenté là, Christian, tu n'as présenté que des bribes, donc je ne l'ai pas lu. J'avoue que je suis plus sceptique, voilà. Par rapport à tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout. Alors, je ne sais pas si je dois dire ça, c'est enregistré en plus. Bon, cela dit, il y a des idées qui m'intéressaient, comme sortir de la logique de concurrence, par exemple, ou aussi de ne pas confondre avec l'utile. Il y a aussi autre chose à quoi j'ai pensé. Vous avez mis l'accent sur l'apprendre, l'être. Il me semblait que dans ce monde d'aujourd'hui où tout est en mouvement, il y a aussi le devenir, savoir devenir, quoi, pas simplement savoir être, mais apprendre à devenir. Et je crois qu'on travaille là-dessus aussi à l'UNESCO, hein, en fait. Ce n'est pas une idée que j'ai inventée, c'est une idée que je reprends. Et est-ce que, comment il s'appelle, donc Charlot parle de Tim Ingold, qui a écrit un ouvrage que je trouve très intéressant. Alors, je ne sais plus dans quel ordre le titre, ça doit être l'anthropologie comme éducation ou l'éducation comme anthropologie, enfin un des deux. Voilà, et je trouve que c'est un ouvrage vraiment tout petit, très éclairant, qui a été traduit vraiment très bien. Où il met en avant, entre autres, tout ce qui est le rapport à la matière, à l'art, voilà. Il parle d'éducation, citant beaucoup d'auteurs autour de cette dimension anthropologique. Je ne dirais pas oui d'emblée. Je te dirais pas oui Pardon ? d'emblée parce que je ne te répondrai pas oui d'emblée. Il le cite parce qu'il y a un problème, c'est que tous les auteurs qu'il cite dans le corps du livre ne sont pas repris dans l'index. Ah oui, d'accord. Dans le jeu des index, il y a des oublis. Alors, je ne peux pas t'affirmer qu'il n'en parle pas, mais il me semble bien qu'il en parle, oui. Alors, peut-être pas d'une façon massive, mais il doit l'évoquer, oui. Mais à vérifier, à vérifier. D'accord. Voilà, on a fait à peu près le tour, là, non, Florent? Ah oui, l'expérience éducative, l'expérience d'un échange ensemble a touché tous les présents. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Tout à l'heure, Christian, tu avais déjà peut-être des envies de réaction à la suite de l'intervention d'Antoine. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou… Ouais. Si tu veux, je te propose, là, il est 37.
j'essaie de faire non pas des réponses, mais de retentir à mon tour au retentissement, quoi, quelque chose comme ça. Très bien. On va Très plus bien. s'entendre à force avec tous ces retentissements. Voilà, en essayant de faire ça assez rapidement, pour que tu aies bien sûr le temps toi-même de répondre. Alors, ben, je vais peut-être commencer par la fin, hein, de ce que j'ai noté, tout au moins à la fin de ce que j'ai noté. Et bah oui, ça concerne le savoir devenir que tu évoques, Yolande. Et je crois d'ailleurs que Ardoinos a été un des premiers à évoquer le savoir devenir. Alors, je ne savais pas. Oui, il y a très très longtemps. Là aussi, ce sera à vérifier parce qu'ensuite, la paternité non pas des concepts, mais des idées de vocabulaire, des constructions comme ça, avec des traits d'union, c'est parfois difficile à identifier. Mais je crois bien que Arduino, c'était un des premiers, tout au moins un des premiers. Lui, il serait là, il dirait oui, je suis le premier. Mais bon, peut-être l'un des premiers à l'avoir utilisé il y a déjà longtemps. Et oui, le savoir devenir, parce que ça nous concerne avec tout ce que l'on a dit auparavant. Hein, qu'est-ce que l'on va faire de toutes nos belles idées, enfin plus ou moins belles ou bonnes idées sur l'éducation? Comment allons-nous les faire advenir? Ou pas, ou un peu, ou mal, enfin tout ce qu'on en voudra. Et ça fait partie du devenir. Et moi, mon savoir devenir aujourd'hui, à bientôt 70 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Mon savoir devenir, dans la mesure où la perspective de vie se rétrécit inévitablement, où les menaces sont de plus en plus nombreuses, liées à l'âge, bien entendu. Hein, le savoir devenir, bon, il est aussi dépendant de nos âges, il est aussi dépendant de notre situation dans la vie. Moi, j'ai un savoir devenir qui est quand même avec mon âge, moins ombrageux, moins ombragé tout au moins que celui d'un petit enfant du Yémen, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, donc, mais ce savoir devenir, en tout cas, il est indispensable à l'avoir à l'esprit quand on veut parler d'éducation. Parce que l'éducation, bon, ce n'est pas que l'histoire de l'éducation, c'est aussi projection sur demain. Si on a envie d'éduquer le petit enfant, bah, c'est parce qu'il va nous survivre aussi. Il va nous survivre, statistiquement, il nous survit. Donc, c'est aussi le devenir de l'espèce, dirait Charlot, qui se joue derrière ça. C'est aussi le devenir de l'espèce, tout simplement. Et la façon dont on construit peu à peu, enfin dont on pense construire peu à peu le petit être qui vient de naître, eh bien, va construire le monde de demain. C'est lui qui sera dépositaire à son tour du devenir de l'espèce. Hein, du devenir de l'espèce. Mais tout ça, c'est bien compliqué, parce que déjà, pour nous, c'est pas facile à réaliser, notre savoir devenir. Il y a combien de choses que l'on a espéré, que l'on a tenté de construire, et puis qui ne sont pas advenues, parce que mille et une choses en ont voulu autrement. Et par contre, il y a aussi toutes les choses qu'on a construites sans le vouloir, hein, qu'on a mal construites, puis qui quand même tiennent un peu debout malgré tout. Et ça peut donner de l'espoir quand même dans ce devenir qui ne va pas sans projet, justement. Ça, c'est aussi la philosophie du projet, dont on nous abreuve presque autant que de l'évaluation, hein, en éducation. Mais Arduino parlait de projet visé. Le projet visé, c'est-à-dire celui qui rejoint l'utopie, qui rejoint l'espérance. Ce n'est pas le projet du taux de croissance de la France de l'année prochaine. Non, c'est bien autre chose. Le projet visé, c'est quelque chose qui voit très loin. Qui voit très loin. Ce serait quoi l'être humain de la fin du 22e siècle, par exemple? Voilà. Comment le voit-on et que fait-on pour essayer de le faire se réaliser véritablement? Mais ensuite, pour Arduino, tout est raboté ensuite, inévitablement raboté par le projet, par la réalisation concrète du projet. Où là, on voit bien que le projet visé doit en quelque sorte en rabattre un peu de façon à pouvoir être un minimum viable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement, bon, on reste dans l'utopie et puis bon, ben, on peut y rester longtemps, mais rien ne se construira forcément. Et ça me fait rejoindre un peu Jackson et puis Antoine, du coup, parce qu'Antoine semblait poser aussi la question avec son projet
qu'il me pardonne si je le trahis, projet plus ou moins ternaire qu'il a évoqué en 3 temps ou en 3 parties. Mais il y avait aussi derrière son propos, il y avait aussi derrière son propos, il l'a peut-être dit d'ailleurs formellement, mais s'il ne l'a pas dit, bon, je le dis, il y a le comment faire. Et comment on fait une fois qu'on a ça à l'esprit, comment on fait pour que ça s'élabore, quoi. On fait comment? On part d'un groupe. Badiou, j'ai entendu l'autre fois qu'il rappelait qu'il y a des révolutions qui se sont faites sur la base de 6 personnes au départ. 6 personnes, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, on pourrait presque le faire nous, parce qu'on est 9. Si la raison. Trop facile. Mais effectivement, moi, quand j'étais à la fac, par exemple, mais pas forcément aussi de mon temps SNCF, j'ai toujours essayé de construire des petites choses. Pas tout seul, parce que tout seul, on fait pas grand-chose. Hein. On a besoin de coopération, on a besoin de solidarité, justement, pour rejoindre Hubert, cette fois. Et généralement, j'ai remarqué que ça avait marché, alors avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de retombées ensuite. Parfois, c'était des feux de paille, parfois, ça durait plus longtemps. Bon, l'enseignement en ligne, si je reprends cet exemple-là, bon, mais il a 20 ans d'âge. Il a 20 ans d'âge et il s'est véritablement institué avec ses qualités, avec ses défauts, avec ce qu'il faudrait revoir, etc., etc. D'autres choses ont été beaucoup plus éphémères. Mais en tout cas, j'ai vu souvent des projets visés, pour le coup, parce que ça partait de rêves, en fait. La première fois qu'on a parlé de ça avec René Barbier, de l'enseignement en ligne, c'était un rêve qu'on faisait ensemble, quoi. On rêvait, tiens, t'as vu, Internet, ça se développe beaucoup, c'était dans les années 98-99, ça se développe beaucoup, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pédagogiquement avec ce truc qui est en train de se développer dans le monde entier, Internet, quoi. On a rêvé des trucs, voilà, et puis on a essayé de le faire. Et le comment faire, donc, que me semblait poser un peu Antoine, il s'est fait tout seul. En fait, il s'est fait tout seul sur la base d'une petite connaissance technique, d'une amitié assez sérieuse, je crois, et puis sur la base aussi d'une conscience claire et d'une analyse claire de ce qu'est l'institution. Alors l'institution, pour nous, c'était essentiellement l'université avec laquelle on avait affaire, et là, on a réussi à être instituant, d'autres fois on a échoué, mais là, ça a marché, on a réussi à être instituant, et je me dis, par exemple, avec ce projet ternaire que tu évoquais, Antoine, mais ça pourrait être des choses proches, un peu différentes, mais pouvant s'y ramifier. Il y a 2 ans, par exemple, oui, il y a ça 2 ans, il y avait un projet de créer une nouvelle université 50 ans après les 50 ans de Paris 8. Tu disais tout à l'heure, Christian, tu es un produit de Paris 8, c'est vrai, c'est complètement vrai, tu as raison. Et c'est pas du tout pareil à Assas, hein, et c'est pas du tout, bien sûr. Mais l'idée, c'était de lancer une nouvelle université. Et d'ailleurs, il y avait une cérémonie qui avait été organisée dans le bois de Vincennes, à l'endroit où se trouvent même plus les ruines de Paris 8, puisqu'il n'y a plus rien, mais à l'endroit où c'était. Et ce projet, donc, a été appuyé par des signatures d'au moins, je ne sais pas, 500, 600 universitaires, mais rien ne s'est fait. Et rien ne s'est fait 2 ans après, et rien ne se fera. Et moi, je me doutais depuis le début que rien ne se ferait. Et pourquoi rien ne se ferait? Non pas parce que le projet n'était pas beau, n'était pas séduisant, mais parce que je trouvais que là-dedans, il n'y avait pas le feu sacré. Il n'y avait pas le feu sacré de personnes qui disent « bon, j'y vais ». Et de personnes crédibles. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des personnes qui savent rêver, mais qui savent aussi en rabattre un peu sur leurs rêves et qui ont une conscience de l'âpreté des choses. Quand il va falloir monter au ministère, quand il va falloir demander des crédits, quand il va falloir demander des procédures singulières, différentes de ce qui se fait ailleurs pour recruter des enseignants, pour recruter des tuteurs, je ne sais quoi, là, il faudra vraiment y aller et avoir des personnes qui ont une conscience très, très forte de ce qu'est l'institution et de ce qu'est le politique. Le politique, c'est-à-dire la machinerie du politique. Et des gens comme ça, c'est rare. Il y en a eu, quand l'Université de Paris 8 s'est créée, il y en a eu. Hein, Edgar Faure leur a dit, quand il était ministre de l'Éducation, à l'époque, leur a dit, écoutez, allez-y, faites ce que vous voulez, mais faites vite. Mais faites vite. Il leur a donné des crédits, il leur a donné des terrains, il leur a donné carte blanche, mais faites vite. Sous-entendu, dans 1 an, on peut être battu aux élections et c'est terminé pour vous. Bon, et les personnes qui ont fondé Paris 8, eh bien, ont réussi à le faire. Mais les premières universités au XIIIe siècle ont été fondées aussi
un peu de cette même façon-là. Alors là, on est du côté de l'Église, hein, on est du côté catholique des choses. Mais c'est aussi des personnes qui ont envie à un moment de transformer toutes les petites écoles qui étaient sur la montagne Sainte-Geneviève, si on parle de la Sorbonne, mais c'est pareil en Italie ou dans les universités anglaises, et qui se sont dit ça va plus, cette façon de s'organiser, on va aller voir le pape ou les autorités nécessaires, et puis on va leur dire maintenant ça va plus, on fait ce qu'on veut. Et ils l'ont fait, et ils ont eu l'appui du pape, etc., etc., etc. Donc, à peu près dans tous les contextes, il y a des moments où comment faire pour justement faire que des possibles adviennent, ça arrive. Il faut des confluences temporelles aussi. Il y a des moments où c'est pas possible. Il y a des moments où c'est pas possible, c'est évident. Mais il y a des moments où c'est possible. Moi, je présume que là, bientôt, on va rentrer dans des situations chaotiques, à la fois sur le plan social, on y est déjà, hein, mais on y est déjà, mais aussi sur le plan politique, l'année prochaine, c'est tout à fait probable hein, qu'il se passe des choses que j'ignore complètement aujourd'hui, mais autour des présidentielles, par exemple, hein, avec des menaces qui sont dans l'air. Et il se peut qu'on rentre dans une période chaotique qui, bizarrement, pourrait rendre possible des choses qui ne sont pas actuellement, ou qui ne l'étaient pas il y a 2 ans. C'est savoir si les gens sauront prendre la balle au bon, en quelque sorte. Et la sortie de mai 68, c'était ça. On était dans le chaos. Et c'est là que Paris 8 s'est créé. Dauphine aussi, qui était une université expérimentale, hein, créée en même temps que Paris 8. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je ne désespère pas et que le comment faire, souvent, c'est aussi du bricolage. C'est aussi du bricolage. On n'a pas de plan de l'avion, quoi. Les plans de l'avion, on ne les a pas, quoi. Mais il faut les inventer très très vite au moment du décollage, quoi. En quelque sorte, voilà ce que j'avais à dire. Alors, formation à l'écoute active pour Jean, oui, évidemment. Formation à l'écoute, c'est évident. C'est évident qu'à l'université, tous les professeurs n'écoutent pas, mais non plus les chargés de cours. Il ne faut pas être discriminant par rapport aux professeurs. C'est vrai aussi des chargés de cours. Et ça, la formation à l'écoute active, moi je dis écoute active parce que dans l'écoute, on a l'impression que quelque chose est un peu passif. Mais non, il y a aussi une écoute active qui est dynamisante pour l'interlocuteur. Et ça, oui, je pense que ça pourrait entrer dans la formation des futurs enseignants de cette université rêvée que j'évoquais. Voilà, puis je vais en arrêter là. Juste pour la concurrence, et je finis sur la concurrence. Moi, la concurrence me gêne quand elle devient pathologique. Vous voyez ? Alors, Charlot l'utilise beaucoup parce que c'est son arrière-fond marxiste. Hein, c'est son arrière-fond marxiste pour lui, et il a tout à fait raison de ce côté-là. C'est la façon de faire marcher le capitalisme. La concurrence, bien évidemment. Et ça va continuer. Hein. Mais un certain esprit comment dire, ça va être maladroit, mais je le dis quand même parce que le temps coule, de compétitivité fraternelle. Quelque chose comme ça. Ça ne va pas le terme quantité. Mais vous voyez ce que je veux dire. Se confronter, vraiment se confronter à des personnes, mais dans un esprit de fraternité. Comme au tennis, c'est un exemple que prenait Jacques Ardoineau. Au tennis, on a un adversaire, mais c'est aussi un partenaire. Parce que s'il n'y a pas l'adversaire partenaire en face, il n'y a pas de partie, on ne joue pas. Et on ne peut pas gagner non plus, d'ailleurs, ou perdre. Vous voyez, moi il me semble que c'est important quand même d'avoir un peu cet esprit d'émulation, on va dire, voilà. Mais surtout que ça ne devienne jamais, et là c'est difficile de trouver la limite, hein, et d'arrêter quand pour que ça ne devienne pas pathologique. Hein, ce qu'on fait faire à nos enfants, à l'école et tout, dans l'esprit de concurrence, c'est bien sûr anti-éducatif totalement. Oui. Voilà, puis j'arrête là. Je crois que Consponville, il a sorti un bouquin là justement sur les sportifs et sur la compétitivité. J'ai vaguement vu ça hier soir à la télé, où il rentrait dans ce que tu disais. Maintenant, je veux dire, la compétition, c'est le football fric, c'est fric. Il n'y a plus rien derrière. Et je crois que même au niveau des Jeux Olympiques, celui qui a créé les Jeux Olympiques, je crois qu'il était dans cet esprit d'émulation et de se confronter, mais fraternellement à l'autre.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bon esprit. Maintenant, c'est devenu complètement, D'ailleurs, dingue. Les Jeux olympiques, initialement, étaient réservés aux non-professionnels. Hein, ça devait Voilà, être voilà. des athlètes amateurs qui ne faisaient pas carrière et qui ne venaient pas se compétiter. Alors, il y a un terme, hein, c'est la coopétition. Je crois qu'il a été lancé par notre ministre à son arrivée et avant son départ prochain, la coopétition comme étant, je croise les doigts, comme étant effectivement un mix de compétition éclairée qui ne vise pas à la suppression des autres compétiteurs que soi-même. Alors, je ne vais pas me risquer puisque tu me repasses la parole et puis on arrive au terme de notre long échange. Je ne vais pas du tout me risquer à faire une synthèse pour cette raison suivante. Je vais plutôt vous livrer un ressenti et un sentiment que j'ai à l'issue de notre rencontre, de notre communauté de l'anneau, pour faire un peu de blague et aller dans cette joie de la rencontre. Moi, ce que je retiens au terme de cet échange entre nous, et vraiment, Christian, j'adore cette façon, cette organisation que tu proposes pour nos rencontres philosophiques, d'un exposé thématique et ensuite où chacun pourra s'exprimer parce que, et ça c'est quelque chose ce à quoi Antoine est également très, très attaché, c'est l'échange entre les acteurs et la participation de tous. Et d'ailleurs, il y a une très belle chanson de... comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus trop, mais il dit lorsque tu quittes le marché, assure-toi que personne n'en repart les mains vides et que chacun aura contribué à la communauté. Je trouve que ce soir, nous avons fait communauté et que ce qui nous a réunis, c'est justement notre diversité. Alors là, on a aussi peut-être un sentiment de paradoxe apparent qui pourrait interroger les niveaux de réalité, mais c'est la richesse de nos différences, les liens qui nous unissent, j'ai pris des notes, hein, les contingences, non pas qui nous séparent, mais qui nous singularisent, chacun dans nos environnements, dans notre histoire, et finalement, au-delà de nos diversités et de nos différences, c'est cet intérêt commun que nous portons tous, me semble-t-il, à l'expression et à la recherche de ce que je nommerais le meilleur de nous-mêmes. Cette fameuse peut-être part d'humanité commune qui nous réunit au-delà de ce qui nous dissemble. Et aussi notre quête incessante à partager cette recherche de favoriser, faire croître par justement pas la confrontation, mais l'enrichissement croisé de nos expériences, de nos parcours et de nos souhaits d'un avenir qui soit meilleur pour nous tous. Et que, en fait, peut-être sur ces questions, comment faire, quoi faire, attendre, ne pas attendre, se lancer ou pas, tout simplement travailler de là où nous sommes, puisque où sommes-nous? Nous sommes finalement dans un ici et maintenant qui est le nôtre, mais avec des passerelles et des ponts qui vont nous permettre, au moins ponctuellement, d'unir notre pensée, d'unir nos cœurs et peut-être, je le souhaite, d'unir nos forces. Cette union des forces, elle a plein de façons de se réaliser et je crois que ce qui est le plus concret, le plus réaliste, c'est tout simplement chercher l'union des affinités particulières dans des collectifs. Alors, il y a plein de niveaux d'échelle. Il y a la micro-société que nous formons, il y a les associations dont nous sommes les uns et les autres partis, il y a les réseaux professionnels, il y a bien sûr les syndicats, les politiques qui ont été évoqués, et petit à petit, grade par grade, réussir à faire masse. Et faire masse, c'est aussi, pour moi, la question de la capitalisation. Alors, c'est drôle d'utiliser ce terme dans lequel on va retrouver notre ami Marx évoqué tout à l'heure, et le capital, mais je dirais c'est le bon capital. C'est-à-dire peut-être ne pas réinventer la roue
en permanence. Peut-être avons-nous besoin d'archivistes. Et Christian, j'adore quand tu vas chercher dans ta bibliothèque des trucs qui étaient là déjà, et on va se poser la question, mais comment les actualiser, comment les rendre vivants? Et finalement, comment unir la réflexion et l'action, ce que j'ai appelé l'intellectuel, hein, celui qui à la fois manie les concepts, mais aussi est capable de bâtir. Et finalement, créer les conditions du possible, parce que c'est possible, et c'est le nom d'un des sites d'Antoine, créer les conditions du possible. Tu as évoqué tout à l'heure 68, effectivement, mais on a d'autres précédents. On a eu le programme des jours heureux à la sortie de guerre qui a permis d'institutionnaliser et de diffuser le système de santé, le système de retraite, toutes choses qui auraient pu paraître complètement impossibles à réaliser, notamment dans une période aussi difficile que la défaite, et qui sait ce que sera l'avenir. Et puis on a également la Commune de Paris, dont nous fêtons actuellement l'anniversaire, voir comment ces gens, en 2 ou 3 mois maximum, ont réussi à mettre l'instruction pour les femmes, abolir des systèmes quasiment de caste ou de mafia, rentrer toute la population qui le voulait, parisienne en tout cas, à grande échelle, et ce n'était pas peu de monde, dans des modes de pensée et des modes de fonctionnement beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus fondés sur le dialogue et l'horizontalité que ce qu'ils vivaient évidemment juste précédemment. Voilà, donc j'aurais envie de dire, ce sera pour moi mon mot de la fin, travaillons sans nous épuiser, et je crois que ça c'est aussi extrêmement important. Ne pas s'épuiser au travail, comme le disait un de mes collègues, un militant fatigué est un militant inutile, alors qu'il vaut mieux militer peu mais bien, et puis surtout militer en collectif pour bénéficier de l'effet de groupe. Voilà ce que j'aurais envie de dire pour terminer. Militons et reposons-nous. Merci. C'est bien, merci. Merci. Ben, on arrive à la fin. Moi juste un demi-mot, comme on dit, mais ça dure une demi-heure quand on dit ça. Mais juste pour enchérir là-dessus, comme tu le disais, Jackson, on a souvent l'impression d'avoir en face de soi un mur infranchissable, un poids politique, économique, effroyable en face de nous, et que ça continuera d'agir comme un rouleau compresseur ad libitum, quoi, pour la nuit des temps. Ben non, parce que je crois que là, les exemples que citait Florent, mais il aurait pu en citer d'autres dans l'histoire, il y a des moments, il y a des retournements. Il y a des retournements parfois, et qui ne sont pas forcément sanglants, comme l'issue de la Commune, et qui font vraiment se renouveler le vivre ensemble, on va dire. Ouais. Après 36, on ne vivait plus comme avant. Les grandes lois de la libération, ben, on ne vivait plus comme avant, etc. Pour ne prendre que ce siècle-là. Et alors, ne parlons pas des progrès en médecine, ne parlons pas des choses comme ça aussi. On est capable de faire des choses aujourd'hui qu'on n'aurait même pas imaginées en 1820. On n'aurait pas, ni socialement, ni techniquement, ni... Voilà, bon. J'en reste là, donc, parce qu'il est 21h tout rond. Alors, merci à tous pour être venus nous rejoindre. Donc, c'est enregistré. Ça sera placé sur la petite chaîne YouTube de l'UP. C'est facile, vous faites dans YouTube UPMC 93 et vous tombez dessus. Voilà. De toute façon, tu nous préviendras, comme beaucoup souhaitaient mais n'ont pas pu être présents. Ce sera l'occasion de refaire communauté. Je t'envoie le lien. Florent, dès que c'est fait. Et puis donc, la prochaine séance en avril, j'ai oublié la date, mais vous l'aurez, ça sera consacré à Pierre Hadot. Pierre Hadot, le philosophe. Voilà, parfait. Donc à bientôt, bonne soirée. Merci. Et je bonne soirée. l'enregistrement. Merci à tous. Merci.